Alors, bonjour à tous. Donc, nous sommes ravis au Club des Vigilants d'accueillir aujourd'hui Patrick Bernasconi, président du CESE. Alors, je le dis en toutes lettres une fois, mais pas deux. Conseil économique, social et environnemental. En plus, il risque de changer de nom, peut-être, éventuellement. On ne sait pas dans les temps à venir. Patrick Bernasconi est un habitué des débats, des échanges, des confrontations de gens qui ont des opinions éventuellement un peu différentes. Ingénieur des travaux publics. Il a vraiment fait toute sa carrière dans... Je ne vais pas dire le béton, parce que j'ai une fille au TP qui parle du béton, mais dans les organisations professionnelles, notamment la Fédération nationale des travaux publics, puis le MEDEF, où il a conclu beaucoup d'accords et de négociations en tout genre. Et maintenant, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans d'ailleurs, en tant que président du CESE, je pense que ça paraissait assez logique que les vigilants, le Club des vigilants, invite le président de la 3e Assemblée française quand même, à vocation consultative certes, qui exerce, elle, un vrai œil vigilant sur la société civile et s'ouvre de plus en plus aux citoyens par une série de réformes menées sous l'impulsion de Patrick Bernasconi et dont il va nous parler avant qu'on échange avec lui sur son expérience et ses enseignements ou autres. Là, c'est plus pour connaître un peu mieux le phasage et la suite d'ailleurs, parce qu'il y a un avenir qui s'ouvre quand même assez fort, normalement, si on en croit notre président de la République, après le grand débat, pour ce Conseil de la participation citoyenne. Je vais d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous ce matin. Il est évidemment très important pour moi de pouvoir échanger sur un sujet sur des sujets de réflexion comme celui du Conseil économique, social et environnemental, parce que ce sont des sujets qui, de toute façon, intéressent de près ou de loin tous les Français et qui se sont retrouvés dans le débat populaire au cours de ces derniers mois. En fait, ce qu'on a vu émerger, c'était une demande de la part de nos concitoyens d'une participation plus forte, je dirais, à la mise en place d'une politique publique. Et ce besoin de débat, de participation, on l'a bien entendu, et il y a un endroit qui représente particulièrement bien ce qu'on pourrait appeler la démocratie participative, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Évidemment, il ne faut pas l'opposer à la démocratie représentative. Nous avons une République qui est articulée évidemment autour de sa représentation avec ses 2 assemblées, l'Assemblée nationale et puis le Sénat. Et à côté de ces 2 assemblées, il y a une autre assemblée constitutionnelle qui est le CESE. Et le CESE, c'est l'endroit où vous allez retrouver ce qu'on appelle communément la société civile organisée. Alors cette société civile organisée, elle est représentée au CESE par plus de 80 organisations aujourd'hui. Alors ces 80 organisations, elles sont de nature très différente. Cela va de toutes les organisations patronales, alors vous les connaissez toutes je pense, c'est MEDEF, c'est PME, les artisans, mais aussi les agriculteurs, les professions libérales, l'économie sociale et solidaire. Vous allez avoir aussi représenté au CESE l'ensemble des organisations syndicales, cela va des organisations représentatives, les 5 connues, plus celles qui ne sont pas représentatives, comme par exemple l'UNSA. Et puis vous allez aussi retrouver au sein du CESE toute la galaxie des associations, donc les ONG environnementales, les familles, les jeunes. On est la seule assemblée à avoir, par exemple, en représentation les mouvements étudiants et les organisations de jeunesse. Et puis plein d'autres associations, cela va d'ATD Quart Monde, en passant par la Croix-Rouge et d'autres organisations encore qui sont représentées au CESE. C'est cette composition aujourd'hui qu'on retrouve au CESE. La mission du CESE, c'est évidemment d'éclairer les pouvoirs publics sur les projets de loi économiques, sociaux ou environnementaux. Et c'est donc un rôle consultatif. Et c'est donc dans cet esprit d'ailleurs qu'a été créé en 1948 institutionnellement le CESE. Alors au début, ça ne s'appelait pas CESE, ça s'appelait Conseil économique en 1948. Puis en 1958, c'est devenu Conseil économique et social. En 2008, une grande évolution, c'est devenu Conseil économique, social, environnemental, avec une vraie ouverture sur sa composition, l'entrée des organisations environnementales, l'entrée des jeunes, et puis la mise en place d'une parité très très forte au CESE, puisque vous retrouvez au CESE 48% de femmes, parmi les 233 conseillers. Et puis, quand vous regardez cette parité dans les outils de gouvernance, parce que c'est souvent un sujet, vous vous rendez compte qu'au CESE, sur les 12 sections et délégations qui ont été créées au CESE, alors 8 étaient tenues par des femmes, donc très largement majoritaires, mais elles en ont perdu une il n'y a pas très très longtemps.
c'est celle de la section du travail. Donc il y en a quand même 7 présidées par des femmes, de toute façon toujours majoritaires au CESE. Donc vous voyez que la parité au CESE, ce n'est pas un vain mot, elle est réelle et elle ne pose d'ailleurs aucun souci. Je crois que c'est une vraie richesse pour une institution comme celle que je préside. Et ce sujet-là est évidemment extrêmement regardé et discuté au sein du CESE pour faire progresser les choses ailleurs qu'au CESE. Au-delà évidemment de cette réforme de 2008 qui a amené une nouvelle représentation du CESE, il y a peut-être eu un manque dans la réforme de 2008, c'est la place du CESE dans les institutions. Le reproche qui est souvent fait au CESE, c'est de ne pas être assez visible. Et lorsque nous avons démarré notre nouvelle mandature en 2015, il est vrai que nous avons à ce moment-là cherché à répondre à quelques critiques que l'on voyait arriver régulièrement sur le CESE. Et la façon qu'on a voulu y répondre, nous, c'est justement de faire en sorte qu'on soit plus inclus, plus concerné par les projets de loi en discussion au Parlement, de façon à être plus visible. Alors, pour cela, on a, je dirais, mis en place une politique assez nouvelle au CESE et une politique d'ouverture, mais aussi de sollicitation. Alors, sur la sollicitation, j'entends par exemple ne plus être que sur des sujets d'autosaisine, c'est-à-dire c'est le CESE qui décide de lui-même sur quel sujet il va travailler, mais plutôt de chercher à équilibrer ce plateau autosaisine du CESE et saisine gouvernementale. Pour une raison évidente, si vous voulez être repris dans les projets de loi, si vous voulez acquérir de la visibilité, il faut être dans la bonne temporalité. Et si vous voulez être dans la bonne temporalité, il faut être saisi des projets de loi qui sont en discussion au Parlement. C'est la raison pour laquelle nous, on a été chercher, on a rendu visite à tous les ministres de tous les gouvernements depuis le début de cette mandature pour pouvoir être saisis plus directement. Et du coup, on a équilibré ces deux plateaux de la balance. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que, évidemment, le plateau de la balance sur lequel on était saisi directement par le gouvernement, évidemment, sur ce plateau de la balance, les préconisations qui étaient dans les avis étaient davantage reprises, beaucoup plus reprises que sur l'autre plateau des autosaisines. Le secrétaire général du gouvernement a pour mission, tous les ans, de faire un suivi de ces préconisations. Alors, je vais vous le dire tout de suite, ce n'était jamais fait. Depuis le début de la mandature, on a demandé à ce que ça soit fait. Et c'est fait. Et aujourd'hui, du coup, on est capable de mesurer exactement quelles préconisations sont reprises et lesquelles ne sont pas reprises. Et évidemment, sur les sujets de saisine, c'est ce que je disais, plus des 2/3 des préconisations, aujourd'hui, se retrouvent dans un texte de loi. C'est moins vrai sur les autosaisines. On n'est pas dans la bonne temporalité. Évidemment, il n'y a pas de texte de loi en discussion. Elle est évidemment moins reprise. Mais ça montre bien que cette inflexion qu'on a cherché à donner, elle est importante. Elle est importante et elle permet d'acquérir plus de visibilité, ne serait-ce que par la reprise, évidemment, des avis du CESE. C'est la raison pour laquelle, dans la réforme voulue par le président de la République, nous avons cherché à faire en sorte qu'on soit saisi dans le projet de réforme systématiquement sur tout projet de loi économique, sociale, environnementale, hors champ, je dirais, loi Larcher, c'est-à-dire lorsqu'il y a un projet, lorsqu'il y a une négociation en cours avec les partenaires sociaux. Évidemment, ce n'est pas le meilleur moment d'aller se mettre au milieu d'une discussion entre partenaires sociaux, mais hors, voilà, ce point particulier d'être saisi systématiquement sur tout projet de loi économique, sociale, environnementale pour acquérir justement cette visibilité qui est quand même compliquée aujourd'hui puisqu'elle n'est pas institutionnelle. Après, nous avons cherché aussi à ouvrir un peu les portes et les fenêtres du Conseil économique, social et environnemental et d'incarner quelque chose qu'on a aussi retrouvé dans le projet de réforme voulu par le président de la République, à savoir être un trait d'union entre les citoyens et les pouvoirs publics. Si on veut être un trait d'union entre ces deux parties, c'est-à-dire que les corps intermédiaires, parce que lui, il avait une vision assez pure du Conseil économique, social et environnemental, puisqu'il ne souhaitait plus, lui, renommer personne au Conseil économique, social et environnemental, c'est-à-dire que les fameuses 40 personnalités qualifiées, c'est un groupe qui disparaît. Les 60 PA, c'est un groupe qui disparaît. Et en fait, vous ne retrouvez au Conseil économique, social et environnemental que les organisations et associations aujourd'hui qui y sont présentes. Alors d'autres peuvent rentrer, ça peut être un autre sujet, mais c'est la composition future voulue par le président de la République. Ce qui veut dire qu'on doit, si on veut incarner ce trait d'union donc entre ces organisations et associations représentées au CESE, entre vraiment le citoyen et les pouvoirs publics, il faut trouver les moyens évidemment
de pouvoir s'ouvrir davantage, d'être voilà, plus le capteur de ce que l'on voit arriver dans l'opinion publique. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a cherché voilà, à mettre en place des outils qui nous permettent voilà, de bien incarner ce trait d'union. La façon, elle est assez simple. La réforme constitutionnelle avait donné au CESE la possibilité d'être saisi par pétition citoyenne d'un certain nombre de sujets, à la condition que ces pétitions atteignent le chiffre de 500 000 signatures physiques. Alors, papier, voilà. La difficulté de l'exercice, vous le comprenez bien, d'abord, c'est pas évident, mais c'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois dans la mandature précédente qu'une pétition atteigne 700 000 signatures, papier, et malheureusement, à l'époque, on ne l'a pas traité. C'était le mariage pour tous. Alors, il y avait des raisons juridiques pour ne pas traiter, évidemment, cette pétition, puisqu'elle était en discussion à ce moment-là au Parlement, ce qui posait problème. Mais politiquement, ne pas traiter d'une pétition qui vous arrive à hauteur de 700 000 signatures physiques, quelle que soit la réponse que vous y apportez, il y a tout juste un problème. Donc on n'a pas voulu répéter cet exploit, et donc dès le début de la mandature, c'est-à-dire dès 2015, on a mis en place un comité de veille des pétitions pour regarder en fait les sujets qui tournaient sur les différentes plateformes de recueil de ces pétitions. Vous les connaissez, je pense, toutes. Il y a change.org, vous avez wissing.it et puis plein d'autres. Donc le comité de veille, tous les mois, se réunit, regarde les différents sujets qui tournent sur ces plateformes et regarde ce qui fait sens par rapport au CESE. Et là, du coup, on n'est non plus sur de la pétition papier, mais on est bien sur le numérique. Et en fait, ce qui nous importe pour nous, c'est de voir les sujets qui montent dans la société, pas forcément ceux qui vont atteindre 500 000 signatures, là, pour le coup, numérique, ceux qui montent, ceux qui sont en résonance par rapport à nos axes stratégiques, et à ce moment-là, de s'auto-saisir des sujets. Et c'est ce qu'on a fait. Et ainsi, on a pu traiter, dès 2016, en fait, ou dès 2016, d'un sujet, ou 2016 ou 2017, je ne me souviens plus, le temps passe tellement vite qu'à la fin, je ne sais plus, on a traité des premières pétitions citoyennes, à savoir sur les déserts médicaux. C'est la première fois qu'on traitait de pétitions citoyennes. On a fait venir les pétitionnaires, on les a auditionnés. Ça a permis de faire un rapport et un avis. Ils étaient là à la réception des travaux. On a reproduit le schéma sur un sujet très sensible, pour le coup, un peu comme l'était le mariage pour tous, c'était la fin de vie. On s'est ressaisi des pétitions qui tournaient sur le sujet, on a traité le sujet, et ça a donné un avis aujourd'hui dont la qualité a été soulignée par tous, même si chacun peut penser ce qu'on veut par rapport à ce sujet-là, mais même si on n'était pas forcément d'accord sur tout ce qui était dans la vie. Et on a reproduit les choses de cette façon-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a traité de 26 pétitions. 26 pétitions ont été traitées au CESE à travers un certain nombre de thématiques. Ça a donné lieu à 5 avis aujourd'hui, parce qu'en fait, parfois, on regroupe plusieurs pétitionnaires au sein de chaque sujet. Nous, on traite du sujet, on ne traite pas de la pétition. C'est-à-dire, si vous êtes sur les déserts médicaux, on regarde par exemple toutes les pétitions qui tournent, on les rassemble et on auditionne chaque pétitionnaire voilà, qui était intéressé par le sujet. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on a traité de 26 pétitions qui tournaient sur les différents réseaux. On a eu des sujets sur les SDF, voilà. On a plein qu'a pu auditionner Marie-Hélène, qui est ici présente. C'est ce qu'on a mis en place. Voilà, un lien très proche avec des citoyens engagés, et on leur donne quelque chose de très particulier, c'est d'avoir une sortie institutionnelle. Et de permettre cette sortie institutionnelle. Et dans le projet de loi, c'est de reconnaître, constitutionnel, dans ce projet de réforme, c'est de reconnaître la place du CESE très particulière qui peut jouer justement sur ces pétitions citoyennes et comment on peut avoir une sortie plus institutionnelle, plus forte qu'aujourd'hui. Donc vous voyez que cette ouverture, elle est vraiment aujourd'hui bien axée vers une ouverture du CESE et sur ce rôle très important que peut jouer le CESE entre les pétitions mais aussi les pouvoirs publics. Et évidemment, il faut que tout ceci se retrouve dans tes textes. Les 26 pétitions, c'est 5 millions de signataires de pétitions auxquels on s'est adressé par l'intermédiaire en fait, des mandataires de pétitions. Et sur lesquels on a pu avoir plus ou moins un lien direct ou indirect de cette façon-là. Et puis nous, évidemment, on a une vocation, c'est aussi de tester d'autres outils de participation citoyenne, comme par exemple les plateformes sur lesquelles on peut recueillir un certain nombre d'avis, les ateliers citoyens, et dernièrement, dans le cadre du grand débat qui s'est tenu là en début d'année, on a testé autre chose au CESE, c'est-à-dire le tirage au sort de citoyens
voilà, c'est un panel de citoyens qui sont venus au CESE. On a tiré au sort 28 citoyens pour travailler sur le rapport et avis du grand débat, fracture et transition, réconcilier la France. On les a réunis dans un groupe, ils ont produit un avis. On a croisé cet avis avec les travaux de la commission temporaire qui avait été mise en place pour traiter du sujet. On a même été un peu plus loin, on a pris 5 de ces citoyens, là aussi tirés au sort, qu'on a incorporés dans la section temporaire. Et on a pris 5 de nos membres qui sont allés dans la commission citoyen tiré au sort. Je peux vous assurer que ça a été une expérience, pour ceux qui ont travaillé, qui ont produit avec eux, etc., très, très enrichissante et très positive. En tout cas, ça a été perçu comme tel. Alors après, il faut évidemment faire plus l'analyse, il faut regarder un peu plus loin, voir comment on peut reproduire ce genre de choses. Est-ce qu'on peut traiter tous les sujets de cette façon-là? Est-ce que pour tel sujet, il ne faut pas mieux aller vers une plateforme, vers un atelier, traiter une pétition? Voilà. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui existent, voilà, pour ouvrir les portes et fenêtres du CESE, qui permettent de mettre en place une vraie démocratie plus ouverte. Moi, j'ai l'habitude de dire que ça serait intéressant de transformer le CESE en incubateur de démocratie participative, de pouvoir tester, évaluer tous ces outils, voilà, qui sont à notre disposition. Parce que le numérique, il est là, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent s'emparer de la parole et porter cette parole. Et évidemment, si on ne trouve pas les moyens institutionnels de traduire ça, on va être confronté à beaucoup de difficultés. Donc vous voyez que le CESE, il est vraiment inscrit dans une réforme très forte, très lourde, qui le replace différemment par rapport aux citoyens et au pouvoir public, qui le replace différemment dans le jeu institutionnel. Juste un mot par rapport à quelque chose qui va s'ouvrir au CESE, dont on aura la charge et dont on devra mettre en place l'organisation et le suivi. C'est la fameuse convention citoyenne de 150 citoyens tirés au sort pour travailler sur un sujet qui est celui de la transition écologique et climatique. Là aussi, c'est nouveau. Alors, on l'a vu arriver avec cette mandature présidentielle, ces grands débats très ouverts. Bon, l'idée, c'est de reprendre sûrement cette idée-là, de la transformer dans une convention citoyenne avec 150 citoyens tirés au sort. Le CESE va avoir toute sa place dans le dispositif. Il aura pour charge, dans le projet de réforme constitutionnelle, d'organiser ce type de convention. Alors évidemment, ce type de convention, on ne peut pas en créer 10 en même temps, on peut pas, donc il y en aura 1 ou 2 par an, à l'initiative évidemment du Premier ministre ou du CESE, mais cela permet d'avoir un autre outil à disposition pour le CESE. C'est très différent évidemment de la façon de travailler du CESE, parce qu'on là, on travaille de façon un peu à l'envers, puisqu'en fait, lorsqu'on était nous dans le cadre du grand débat, qu'on a fait venir ces citoyens tirés au sort avec ce groupe qui est venu chez nous, ceux qui ont produit l'avis in fine, ce sont les membres du Conseil. Là, il s'agit d'accompagner les citoyens qui vont faire un certain nombre de propositions. Et donc, le CESE va être évidemment le facilitateur, l'organisateur de ce dispositif. C'est un autre outil, voilà, évidemment, c'est une nouvelle expérience qu'il convient de mener. Nous, on va le mener, je peux vous assurer qu'on va essayer de le mener avec le plus grand sérieux, en jouant et en voulant jouer évidemment toute notre place, tout notre rôle dans ce dispositif qui a été arrêté avec le gouvernement. Je pense que les détails de cette opération-là devraient être connus dans les prochains jours. Ils sont en train d'être arrêtés, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je veux dire, sur le sujet, mais sachez en tout cas que le CESE est très impliqué sur ce projet, de façon à pouvoir le mener et le conduire de façon la plus efficace possible et la plus utile possible en tout cas. Je vais lancer le débat. Il y a une chose qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que pour mieux vous faire connaître, vous parlez de temporalité plus adéquate, ouais. Mais il est quand même étrange que le gouvernement finalement ne s'intéresse à ce que vous dites que dans la mesure où il vous demande de l'aide, et dans l'autre sens en revanche toute la remontée éventuelle de vos autosaisines. Par exemple, je pensais à la grande pauvreté, la vieillir dans la dignité, la fin de vie, tout ça, c'est des sujets de société essentiels que vous avez traités et qui finalement, comment faire pour qu'ils soient plus écoutés, on va dire, par nos dirigeants exécutifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou qu'est-ce que vous comptez faire? Ou est-ce que vous vous dites que c'est bien comme ça? Il est bon au CESE de pouvoir continuer à mener des réflexions de long terme et de moyen terme, qui ne sont pas toujours dans l'actualité, mais dont on voit ces sujets-là apparaître. Je vais prendre un exemple. Il y a 3-4 ans maintenant, on a traité d'un sujet qui s'appelle le Bitcoin. À l'époque, je peux vous dire que tout le monde nous a regardé bizarrement.
et très bizarrement, en disant mais ils sont en train de parler de quoi au CESE? Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, on y est. Et c'est un sujet quand même très important. Vous voyez bien ce que veut faire aujourd'hui Facebook et compagnie. Enfin, donc, on est bien sur ces sujets-là. Il est important de pouvoir les traiter par anticipation. Sachez par exemple que la première fois où on a parlé de développement durable dans ce pays, c'est en 1961, et ça s'est passé au CESE. Je peux vous assurer sûrement qu'à l'époque, on a dû regarder très bizarrement le CESE. Il faut garder cette capacité à pouvoir avoir de la matière, de la réflexion sur des sujets de plus long terme. Et il faut aussi s'inscrire dans le temps plus court, parce que le politique, il est comme ça, il a des sujets, il a son agenda politique, il a ses promesses de campagne, il est amené à travailler sur ces sujets-là. Donc il faut avoir en magasin de la réflexion de long terme, sinon vous n'êtes pas capable de répondre au moment où les sujets de court terme arrivent. Je vais vous prendre un exemple. On a l'obligation, par exemple, d'être saisi systématiquement sur tous les projets de loi de programmation. Et évidemment, il y en a à peu près 2 par an. Enfin, voilà, 2, 3 lois de programmation par an sur lesquelles on est saisi obligatoirement. Évidemment, c'est un exercice particulier, puisqu'en fait, vous avez connaissance du texte, en général, 3 semaines avant l'avis du Conseil d'État. Donc, il faut rendre votre avis au CESE dans les 3 semaines. Si vous n'avez pas en magasin la réflexion nécessaire pour pouvoir rendre un avis dans un délai aussi court, c'est mission impossible. Vous allez juste le traiter de façon très superficielle et en tout cas, vous ne pourrez pas amener une valeur ajoutée suffisante par rapport à ce qui est en discussion. Si on garde cette capacité à avoir en magasin, justement, d'avoir pu réfléchir sur tout un ensemble de sujets, je pense par exemple aux faits religieux en entreprise, on a quand même traité de ce sujet-là il y a aussi 4 ans. Voilà, des réflexions comme ça qui sont en magasin, le jour où ça arrive sur la table, ben vous êtes en capacité de pouvoir répondre. Et puis sur la loi mobilité, on n'est pas non plus obligé d'attendre que le texte arrive pour commencer à travailler. Parce qu'il y avait ce reproche qui était fait au CESE dans la réforme constitutionnelle, vous demandez à être saisi systématiquement sur tout projet de loi économique, sociale, environnementale, vous avez 3 semaines pour donner votre avis, vous n'y arriverez pas, alors qu'on parle de ralenti, enfin justement de resserrer le calendrier parlementaire, vous allez nous rallonger les délais. Non, c'est pas vrai. Quand vous regardez comme on a fait sur la loi mobilité, bien au contraire, nous on a travaillé, dès qu'on a eu connaissance du projet, on est rentré en relation avec le gouvernement, avec la ministre concernée, donc avec Elisabeth Borne. On a commencé à travailler avec elle, on a regardé le champ sur lequel elle était, et puis du coup, on a ressorti évidemment des avis antérieurs, puis on a commencé à réfléchir avec elle sur tout un tas de sujets. On a même, je peux vous assurer, pesé très lourd sur un arbitrage très important, qui était celui du péage urbain. On l'a, je pense, bien convaincu d'abandonner cette idée, avant que le projet de loi ne sorte. Donc vous voyez bien que la société civile organisée a pesé, à ce moment-là, dans la construction du projet de loi. Et je peux vous assurer que, comme on s'y est pris 3 mois avant, le jour où l'avis a été rendu, ben, ça s'est fait très naturellement et très rapidement. Et donc on était bien à l'heure pour pouvoir rendre les choses. Et d'ailleurs, ça met bien en lumière d'ailleurs quelque chose, une volonté supplémentaire dans le projet de réforme institutionnelle. Il y a l'idée de dire que le lieu du débat public, c'est le CESE. Il y a aussi l'idée de dire qu'à un moment donné, lorsqu'il y a un avis à portée législative qui doit être rendu par un comité quel qu'il soit, c'est le CESE qui le fasse. C'est quelque chose de très fort et très lourd. Je vais vous prendre un exemple. Prenez la loi formation, qui a été traitée il n'y a pas très longtemps. Nous, on a regardé. 12 comités ont été sollicités pour faire 12 avis dans le même espace-temps, c'est-à-dire dans les 3 semaines voilà, avant l'avis du Conseil d'État. Parce que si l'avis n'est pas donné par l'un de ces comités, le projet de loi ne peut pas être envoyé au... Il ne peut pas démarrer. Donc il y a l'obligation d'avoir cet avis. Je peux vous assurer que la qualité de ces avis, elle est très différenciée suivant les comités, que quand vous regardez la composition de ces comités, ils ne sont pas très éloignés de la composition du CESE. Et si on va un tout petit peu plus loin, et qu'on fouille un peu plus, on s'aperçoit même que des comités composés à peu près de la même façon rendent parfois des avis différents, ce qui pose quand même problème. Donc au bout du bout, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se moque un peu de ce qu'il y a dedans. La seule chose qui compte, c'est d'avoir le tampon, comme quoi il est arrivé à la bonne heure, et puis roule jeunesse. C'est pas acceptable. En termes de lisibilité, voilà, de la politique mise en place, en termes d'efficacité, d'illisibilité de la parole publique, enfin, ce n'est pas acceptable. Donc, évidemment que ce projet de réforme, du coup, il est intéressant.
Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les 10 comités, le sujet n'est pas là. Il y a des comités d'experts qui sont là, qui rendent des avis qui sont très intéressants. Mais qu'à un moment donné, il y a une seule clé d'entrée et que cela permette justement de pouvoir plus et mieux travailler dans une efficacité différente, évidemment que ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'il faudra travailler de la même façon avec ces comités en amont pour pouvoir être à l'heure et avoir été suffisamment alimenté. Et d'avoir à ce moment-là une parole publique plus intéressante et plus regardée. Et plus légitime, évidemment. Bernard Bougel, le président de la République a voulu réactiver le RIP, le référendum d'initiative participative, je crois que c'est ça que ça veut dire, ou populaire, c'est ça. Quel rôle le CESE joue-t-il là-dedans? Et en particulier, moi, je me suis inscrit sur le premier référendum à propos de la privatisation d'ADP. Et j'ai été surpris d'être plutôt sur une plateforme .gouv.fr que .cese.fr, par exemple. Moi, sur le RIP, ça, c'est une initiative du président enfin, une initiative. C'était une demande faite par un grand nombre au moment de toute cette période de Gilets jaunes. Une expression qu'on a beaucoup entendue. Je pense que le gouvernement avait la volonté d'avancer sur le sujet, mais peut-être pas sous cette forme RIP dont vous parlez, mais dans une forme un peu différente, c'est-à-dire de permettre un traitement de pétition, évidemment en abaissant un certain nombre de seuils. Aujourd'hui, vous savez qu'ils sont très très élevés, ils souhaitaient abaisser ces seuils. Et donc, le dispositif devait être dans la réforme institutionnelle qui allait arriver, mais ça ne concerne pas le CESE, c'est une demande qui est faite au Parlement, pas au CESE. Sur la façon de saisir le CESE, nous, là, évidemment, vous avez compris que la façon dont on regardait les pétitions, on regardait ce qui tournait évidemment sur les plateformes, on regardait ce qui était de notre domaine de compétence et de ce qu'on pouvait traiter des fois dans les délais qui nous étaient donnés. De façon à faciliter les choses et à rendre les choses plus institutionnelles, on est en train de regarder avec ces plateformes comment les labelliser pour avoir une entrée CESE plus institutionnelle. Mais pour avoir cette entrée CESE, évidemment, il faut remplir un certain nombre de critères. Évidemment, il faut qu'on évite les manipulations derrière tout ça. Vous savez bien que le numérique a quelques avantages, amène une certaine modernité, mais peut aussi avoir on peut avoir quelques sujets de préoccupation, évidemment, derrière le numérique. En tout cas, il faut bien veiller de ne pas être subir des manipulations diverses et variées, y compris d'État. Et on l'a bien vu arriver sur un certain nombre de sujets. Donc, voilà. Donc, du coup, on va mettre en place un certain nombre de critères, procéder à une labellisation des plateformes qui acceptent justement ces critères. On est en discussion avec elles. Je pense qu'un grand nombre sont en train de l'accepter, elles le demandent. Donc, on aura une innovation démocratique tout à fait nouvelle par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc, c'est notre souhait. J'espère qu'on va aboutir très très rapidement de façon à pouvoir les mettre en place. Après, si on veut que le CESE traite d'un sujet, il faut aussi que la pétition soit adressée au CESE. Ce qui n'est pas le cas de la pétition dont vous parlez. Elle n'est pas adressée au CESE. Elle est évidemment adressée directement au Parlement dans le but de provoquer un mouvement au Parlement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les critères sont très très hauts et remplir les conditions de pouvoir saisir le Parlement, c'est pas si facile que cela que de les atteindre. Donc voilà, nous on est dans un cadre dans lequel on cherche justement à bien incarner cette possibilité-là. Je pense que ce sera plus naturel de s'adresser à nous, plus le temps va passer, plus on va traiter de pétitions, et il y aura ce réflexe-là qui va venir de façon beaucoup plus forte dans le temps. Après, au CESE, on ne pourra pas traiter 40 pétitions non plus en même temps, parce qu'on n'en a ni les moyens ni la possibilité, mais voilà, si on sait traiter les choses régulièrement, successivement, et en prenant le soin de regarder ce qui monte sur les réseaux, je pense qu'on est en capacité de pouvoir répondre à beaucoup de sujets. Voilà, bon, je ne veux pas en dire beaucoup plus, mais vous voyez, la volonté, elle est très très forte, nous, d'avancer dans ce domaine. Mais par exemple, sur la question je renouvelle ma question, sur la question de la privatisation de ces infrastructures, il y a eu les autoroutes, maintenant il y a l'aéroport de Paris, d'autres aéroports de province, etc. Est-ce que le CESE est dans la course? Enfin, est-ce qu'il intervient? Est-ce qu'il donne un avis? Et est-ce que cet avis est suivi des faits? Ce qui est important pour nous, c'est de faire connaître la voix de la société civile. Ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que les conditions pour qu'on puisse être écouté soient demain plus fortes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on peut sortir un avis, surtout si on est... Alors évidemment, si on est sur une saisine gouvernementale, c'est sûr que là, on a beaucoup de chances d'être écouté et repris.
Si on est sur un autre sujet, c'est un peu plus compliqué, puisqu'en fait, nous, on travaille de notre propre initiative. Le Parlement et le gouvernement, là, ont la possibilité ou pas d'écouter ce qu'on va faire. Donc, c'est pour ça que nous, on demande que toute pétition qui serait adressée au CESE, qui atteigne 500 000 signatures numériques, on n'est pas du tout sur les millions, puisse donner lieu, à ce moment-là, doit donner lieu à un avis, à un rapport, et que derrière, il y ait une suite institutionnelle, c'est-à-dire l'obligation pour le Parlement d'en débattre, ou l'obligation d'être auditionné en commission. C'est ce qu'on demande, nous, de façon justement à pouvoir répondre à votre préoccupation. Et c'est ce qui est normalement prévu dans le projet de réforme constitutionnelle. Donc il faut en arriver là. Après, oui, nous, on pourrait très bien se saisir d'un sujet de, voilà, c'est quoi pour la France la politique de privatisation? Est-ce que voilà, elle doit se poursuivre, pas se poursuivre, sous quelles conditions? Évidemment. Souvent, sur des sujets d'aménagement plus locaux, l'institution qui était sollicitée, c'était plus la CNDP que le CESE. Nous, on peut traiter il faut reprendre le sujet, mais de façon plus générale. On ne va pas donner un avis en général sur un sujet local. Bon, un sujet d'ADP est un peu plus que local. Mais ça pose la question ça ne pose pas la question faut-il ou pas privatiser la ADP. Ça pose la question voilà, des conditions pour voilà, sous quelles conditions, sous quelle forme on peut aller vers les privatisations. Est-ce que c'est souhaitable, pas souhaitable? Est-ce que c'est bénéfique pour le pays ou pas bénéfique pour le pays? C'est de ça qu'on peut traiter. Il faut le traiter de cette façon-là. Oui, Philippe Tixier, vous avez évoqué plusieurs points. J'aimerais avoir une petite précision technique. D'abord, ces citoyens tirés au sort, là, ils sont volontaires ou pas? Alors, deux choses. Nous, dans le cadre de notre débat, on avait une contrainte de temps très importante. C'est-à-dire qu'on a ouvert le sujet dès début novembre. On a mis en place une plateforme quasiment immédiatement, qui nous a valu d'ailleurs parfois certaines critiques, parce qu'on avait ouvert une plateforme et que certains réseaux d'influence avaient été sur cette plateforme. Et c'est justement la possibilité. Quand on ouvre une plateforme, voilà, chacun peut venir s'exprimer dessus. Et puis, en même temps, on a mis en place ce dispositif de citoyen tiré au sort. Mais nous, on avait une date de fin obligatoire qui était la fin du grand débat. C'est-à-dire il fallait qu'on rende l'avis avant la date de fin. Donc, de façon à pouvoir rendre les choses possibles, parce qu'il y a des conditions de marché à respecter, parce que tout ça, c'est pas si simple que cela. Donc, on ne peut pas faire les choses comme ça au doigt levé. Donc, on s'est orienté vers des panels de citoyens volontaires. Et à partir de là, nous, on a mis en place un certain nombre de critères à respecter. C'est-à-dire qu'on a demandé à respecter la parité, respecter des critères d'âge, c'est-à-dire qu'on n'est pas que des jeunes ou que des personnes âgées, respecter des groupes de provenance socio-professionnelle, d'avoir des groupes de provenance socio-professionnelle différents, respecter aussi la géographie, pas avoir que du rural ou que de l'urbain. Voilà, donc on avait mis en place un certain nombre de critères qui permettent d'avoir une représentation de ce qu'on appelle une mini-France au CESE. Ça a assez bien fonctionné, hein, d'ailleurs. Quand on regarde le groupe qui est arrivé au CESE, ils étaient vraiment, ils remplissaient bien ces critères. Alors évidemment, c'était plutôt des gens qui étaient volontaires pour débattre, mais pas forcément de ce sujet-là. Ils étaient voilà, dans des panels de citoyens qui existent, ont certains prestataires volontaires, ils en ont comme ça plusieurs millions qui veulent participer à des débats. Donc on a pioché dedans, on a mis en place ce groupe de citoyens. On avait dedans, parce qu'on leur a posé la question à la fin, qui étaient sympathisants les Gilets jaunes. On avait 2 tiers de sympathisants Gilets jaunes, 2 tiers. Et qui étaient Gilets jaunes, qui avaient été sur les ronds-points. On en avait quand même 4. Donc vous voyez qu'on n'a pas cherché à tricher. Et ceci dit, je peux vous assurer qu'à la fin, les meilleurs défenseurs du CESE, ce sont eux. Nous, on n'a qu'une chose à faire, c'est se taire et les laisser parler. C'est la même chose avec les pétitionnaires. Hein. Les pétitionnaires, les meilleurs défenseurs du CESE, c'est les mandataires de pétition. Je peux vous assurer que s'il faut me lever une armée, une pétition pour défendre le CESE, ils le feront. Alors pourtant, ils portaient des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et parfois dans des choses très différentes, ou très opposées. Mais parce qu'ils ont une écoute, une sensibilité au CESE qu'ils ne retrouvent nulle part ailleurs, parce qu'ils sont très proches là-dedans. Donc les citoyens, voilà, ils ont été mis en place avec des critères. Sur la convention citoyenne qui va arriver, je pense que la source sera un peu différente. Ils vont soit fonctionner peut-être sur des numéros de téléphone. Alors après, il y aura des correctifs qui seront amenés pour avoir des critères de représentation de la même façon. C'est-à-dire on souhaite évidemment d'avoir en face une représentation de ce qu'est la France. Sinon, ça pose problème. D'ailleurs, à un moment donné, il faut quand même que le panel qui arrive représente un peu la diversité française. Donc il faut absolument que,
voilà, on mette en place un certain nombre de critères pour pouvoir y arriver. Est-ce que tous ces volontaires tirés au sort sont rémunérés? Ils ne sont pas rémunérés au sens où vous l'entendez. Ils sont indemnisés. Ils sont indemnisés, voyage, évidemment. Quelqu'un qui vient de Marseille, surtout par exemple s'il est chômeur, il n'a pas forcément les moyens de faire le déplacement. Son hôtel, lorsqu'on avait trouvé un Ibis pas très loin du CESE, ils avaient été logés à l'Ibis. On prend en charge évidemment leurs frais de restauration. Et ils perçoivent une indemnité journalière comme dans les jurys citoyens. Vous savez, populaire, grosso modo, c'est 80 € par jour. Voilà. Donc c'est très cadré. Henri Pommerand, merci pour vos propos. Vous me permettrez cette image, monsieur. Je considère que votre conseil, qui est absolument indispensable à notre démocratie, est en quelque sorte l'agora de la République, si je puis employer cette image. Ma question est la suivante. Le conseil est très méconnu, voire inconnu de beaucoup de Français. Et ceci est regrettable. Ne croyez-vous pas qu'il serait bon, et peut-être avez-vous ces projets, d'engager, je dirais, une information nationale sur le rôle essentiel de votre conseil? Si j'avais les moyens budgétaires qu'ont les deux autres assemblées, je peux vous assurer que ce sujet-là aurait été vite réglé, ce qui n'est pas le cas. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Juste à titre d'exemple, le budget du CESE, c'est plutôt moins, et nettement moins, que les deux chaînes parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale, ce qui vous donne une idée des moyens du CESE. Donc, et clairement, donc, par la communication seule, faire progresser la connaissance du CESE auprès de tous les citoyens, c'est compliqué. Par contre, je pense, et j'ai la faiblesse de penser que sur la façon dont on veut installer le CESE demain, là, on a une possibilité de faire connaître le CESE, évidemment beaucoup plus importante, et je pense qu'elle a déjà commencé. Sincèrement, moi, quand je vois comment aujourd'hui les médias nous sollicitent, comment ils viennent nous voir, aujourd'hui, avec beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus de positivité, même s'il y en a toujours, évidemment, qui viennent chercher des vieilles lunes qui datent des années 50. Mais c'est quand même un signe. Et c'est un signe, moi, que je vois très encourageant à poursuivre dans le sens que l'on est. Et puis la visibilité, alors on va l'acquérir de... Moi, je crois beaucoup à la force du travail et au sens qu'on donne aux choses. Plus la réforme institutionnelle aura de sens et plus elle sera inscrite dans le sens de ce qu'on a travaillé avec les pouvoirs publics depuis 2 ans, et plus on aura cette visibilité. Ça veut dire que si, vraiment, demain, on a cette place institutionnelle que l'on revendique, qui est tout juste la place qu'on doit avoir par rapport aux deux autres assemblées, je peux vous assurer qu'on aura fait un bond énorme, énorme, parce qu'on sera dans le jeu institutionnel. Et si on réussit cette conversion du CESE vers cette ouverture avec les citoyens, et qu'on comprenne qu'à un moment donné que le CESE, puisque ce sont les corps intermédiaires du CESE, cette société civile, si on comprend à un moment donné voilà, que tout ça s'interprète très facilement entre les organisations et la société civile dite classique, à ce moment-là, là aussi, on aura beaucoup progressé. Il n'y a qu'à voir, je vous le dis, la façon dont est perçu le CESE aujourd'hui auprès des pétitionnaires et auprès de ceux qui viennent nous voir. Et évidemment, plus on va aller vers l'ouverture, mieux ça sera. Alors évidemment, il ne faut pas perdre le sens. Le CESE doit rester l'endroit où on retrouve la société civile organisée. Mais ce n'est pas parce qu'on est la société civile organisée qu'on ne doit pas s'ouvrir à tous les citoyens et travailler avec eux. Stéphanie Veillon-Nassif. Oui. En fait, je vous remercie déjà pour votre intervention et je voulais réagir sur la notion, la question démocratique qui, en fait, on peut certaines fois se demander si cette démocratie ne nous échappe pas. D'une part parce qu'il y a quand même une certaine professionnalisation de la réflexion politique. Parfois, on considère qu'elle peut être réservée à une certaine élite, on va dire, et que d'autre part, du point de vue des citoyens, il y a aussi un véritable désengagement et un désintérêt pour cette démocratie. Je voudrais savoir dans quelle mesure le CESE, justement, peut être un stimulateur pour faire comprendre aux citoyens l'importance de cet engagement pour la démocratie et l'importance de participer activement. Là, vous avez évoqué, on va dire, des cas particuliers avec un nombre réduit de citoyens tirés au sort. Est-ce que le CESE peut avoir un rôle beaucoup plus important à l'échelle de la France pour justement stimuler cet engagement citoyen qui fait défaut actuellement? C'est tout le sens de l'action qu'on mène aujourd'hui, hein. C'est-à-dire
rechercher une place institutionnelle forte, c'est reconnaître au CESE voilà, la capacité à incarner ce qu'on appelle la démocratie participative. Pour que, là où je ne suis pas complètement d'accord, je pense qu'il y a quand même, chez beaucoup de nos citoyens, la volonté de participer. Regardez quand même le grand débat. Au-delà des ronds-points et des gilets jaunes, il y a quand même une partie de la population qui a voulu vraiment participer, contribuer au débat. Et derrière, l'enjeu, c'est comment, voilà, de toutes ces expressions individuelles que vous avez exprimées partout, y compris d'ailleurs sur les ronds-points, hein, avec les préoccupations qui étaient les leurs, c'est comment on fait et comment on traduit ces expressions individuelles en paroles collectives, et de ces paroles collectives, on va traduire l'intérêt général. Il faut des outils pour ça. Et le CESE, c'est vrai que peut être un très bon outil pour cela. C'est-à-dire, si on va dans le sens de ce qui est prévu dans la réforme, je pense qu'on est tout à fait en capacité, à ce moment-là, de remplir ce rôle, et pleinement ce rôle. Cette assemblée, c'est leur assemblée. C'est une forme voilà, d'animation de démocratie participative différente. Et moi, tout l'enjeu qui est aujourd'hui, et toute la demande qui est aujourd'hui, je pense, un peu présente dans tous les esprits, c'est comment on articule mieux démocratie participative et démocratie représentative, sans nier l'importance et le rôle que doit avoir cette démocratie représentative. Sans démocratie représentative, il n'y a pas de République. Il faut bien qu'à un moment donné, voilà, l'Assemblée nationale et le Sénat remplissent bien leur mission, et qu'à côté, la démocratie participative trouve un mode de fonctionnement, une sortie institutionnelle à travers des outils. Et le CESE doit être cet outil-là. C'est pour ça qu'il y avait le projet de changer de nom et de l'appeler, alors on aurait pu l'appeler Conseil de la société civile. À un moment donné, on avait parlé de ce nom. In fine, on parlait de Conseil de la participation citoyenne. L'important, c'est qu'on comprenne que derrière, c'est l'outil voilà, qui va regrouper toutes ces expressions individuelles ou de citoyens engagés. Enfin, c'est la capacité, comme le disait Tocqueville, voilà, à des citoyens de se regrouper et d'exprimer une opinion voilà, sous forme d'organisation, d'association. Et chacun est libre de le faire. Il faut pouvoir permettre à cette société très différente de la représentation nationale de pouvoir s'exprimer et de s'adresser au pouvoir public. Et là, l'enjeu, il est vraiment là. C'est-à-dire qu'il faut des outils. Une démocratie, ça ne fonctionne pas sans outils. Et il faut vraiment... je veux dire, la mauvaise idée, c'est de jeter les outils par la fenêtre, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus les outils pour fonctionner dans cette démocratie, et du coup, vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle les dictatures. Hein. C'est ni plus ni moins que cela qui est en jeu. J'ai encore une question, Anne, vous fumez toujours. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez donc fait de l'hybridation en injectant des citoyens tirés au sort dans votre commission provisoire, donc temporaire, et à l'inverse, mis des conseillers respectables du CESE dans un groupe de citoyens tirés au sort. Quels sont pour vous les avantages, comment dire, l'expérience que vous avez vécue, qu'est-ce qui en ressort vraiment? En quoi c'est mieux? Alors, les citoyens tirés au sort, lorsqu'ils arrivent dans une section, contrairement aux membres des organisations et des associations qui ont l'habitude de débattre, qui se connaissent très très bien entre eux et qui connaissent tous les codes des organisations qui sont présents, en général, ils peuvent s'auto-censurer ou pas aborder tel sujet parce qu'évidemment, ils connaissent la réponse qui va avoir lieu, qui va être adressée par une autre organisation. Et comme il y a une recherche à un moment donné du compromis, bon, voilà, il peut y avoir des sujets qu'on ne souhaite pas forcément mettre sur la table ou l'aborder d'une façon différente. Marie-Hélène, qui participe dans les sections, le sait très très bien. Et donc, on peut, à un moment donné, penser que voilà, un sujet aurait pu être traité différemment si on avait posé la question. Le citoyen qui arrive ne connaît pas ces codes-là, ne connaît pas les organisations, du tout. Donc, les questions, il les pose. Et donc, du coup, évidemment, les réponses doivent être adressées. Il met les pieds dans le plat, comme on dit. C'est le candide. Voilà, il joue le rôle du candide et puis il amène sa perception, son expérience personnelle, donc il amène un éclairage différent, mais qui n'est pas celui d'une organisation. Une organisation, évidemment, ce n'est pas une pensée individuelle. Quand vous représentez une organisation, vous représentez déjà une pensée collective. Et vous êtes là dans un rôle de défense de cet intérêt-là, et vous le confrontez aux autres centres d'intérêt. Et donc le CESE, c'est une machine. C'est comment on sort du compromis de ces différents points de vue divers. Et le citoyen, c'est vrai que derrière, c'est un peu le candide qui arrive et qui va demander, faire poser les questions différemment, qui va ouvrir un peu plus les portes et les fenêtres. Et je pense qu'ils ont bien rempli ce rôle-là lorsqu'ils ont été amenés dans la section. Le rôle des conseillers, lorsqu'ils sont allés dans le groupe citoyen, il était un peu différent. C'est-à-dire qu'ils ont tellement l'habitude de ces codes et du débat
on leur a demandé surtout de ne pas chercher trop à influencer évidemment ceux qui étaient là, et au contraire de leur permettre une bonne expression et de les permettre d'accoucher de leurs idées et plutôt à travers un questionnement, voilà, de leur permettre de leur faciliter le débat. Donc on leur a plus demandé un rôle de facilitateur pour permettre d'aboutir à quelque chose que d'influenceurs. Alors ils ont dit qu'ils avaient vécu là aussi l'expérience de façon très intéressante, dans un rôle assez différent, un peu frustrant parfois, parce qu'ils avaient évidemment envie de participer au débat et de défendre. Mais l'objet, il n'était pas là. Là c'était vraiment de faciliter les choses et de faire en sorte que les choses puissent évidemment atterrir dans le bon sens du terme. Et je pense qu'on y est assez bien parvenu. En plus, on était accompagné par un prestataire qui s'appelle Mission Publique, qui a bien aidé, qui ont l'habitude de ce type de débat et qui permettent petit à petit de produire la parole collective. Donc, du coup, ça a été très, très positif. Ils ont travaillé 4 week-ends, entre 2 jours et 3 jours, ça dépend des certains week-ends. Et donc, ça a permis, dans un temps restreint, de faire pas mal de choses. Je m'intéresse à l'illettrisme et au sans-abrisme depuis une dizaine d'années, et en particulier à la mendicité forcée de jeunes Européens, notamment roumains et bulgares, dans le Grand Paris. Alors, en termes de stratégie, quand on démarre une volonté, le souhait d'une démocratie participative, la stratégie, si je comprends bien, c'est donc une plateforme dont vous parlez, labellisée comment ? Quelles sont les meilleures plateformes que vous surveillez comme le lait sur le feu, si je puis dire ? Et comment va se passer cette labellisation dont vous parliez, que vous évoquiez tout à l'heure ? Alors, la labellisation, je l'ai évoqué, j'ai dit qu'on demandait à ces plateformes de remplir un certain nombre de critères de façon à respecter l'éthique, la transparence, et que derrière on ne sera pas sujet à des manipulations, qu'on ait une bonne connaissance de ceux qui sont des pétitionnaires, des mandataires. Il y a un certain nombre de critères que l'on a définis. Donc voilà, c'est quand même très encadré. Et on peut voir ces critères quelque part. Après, moi, je ne suis pas là pour faire la publicité des plateformes, de l'une ou de l'autre. C'est les plateformes les plus connues aujourd'hui sur la place publique. Et toutes les plateformes qui veulent être labellisées, nous, il n'y a pas de souci. Donc, on fait Google CESE et on voit vos critères de labellisation. Comment ça... Il faut nous remplir un certain nombre de critères. Donc, il faut qu'ils remplissent ces critères. Ce n'est pas compliqué. Là. Et les 3 plateformes qui fournissent pour vous le plus d'informations en vue d'avis du CESE, celle qui a aujourd'hui le plus de pétitionnaires, c'est change.org. Après, oui, vous avez Wissing.it, vous en avez d'autres. Nous, on n'a pas été que sur ces plateformes. On a aussi regardé d'autres plateformes. C'est-à-dire on a quand même une liste de plateformes, entre 20 et 25 plateformes, même un peu plus, qui aujourd'hui recueillent des pétitions. Donc on les regarde toutes. Et s'il y en a d'autres demain qui se créent, qui ont une certaine audience, c'est aussi... On les regarde évidemment au vu du nombre de pétitionnaires qu'il y a derrière chaque pétition. On ne regarde pas on va pas regarder une pétition pour 100 personnes qui seraient sur une pétition, donc il faut quand même qu'il y ait une certaine surface. Mais on ne regarde pas non plus que des pétitions à 500 000. Lorsqu'on a pris les déserts médicaux, c'était des pétitions qui tournaient entre 10 et 60 000 pétitionnaires. Donc vous voyez qu'on était quand même assez éloigné des 500 000. Mais par contre, le sujet nous paraissait très intéressant, très important. On avait la connaissance d'une loi qui allait sortir dans les mois qui allaient venir. Donc on s'est vite saisi du sujet pour le préempter. Lorsqu'on s'est saisi de la fin de vie, on s'en est saisi parce qu'il y avait une pétition à hauteur de 400 000 signatures. 400 000 signatures adressées au CESE. C'est donc assez différent des autres pétitions. Donc là, on n'a pas fait l'erreur de la première fois avec le mariage pour tous. On a tellement tardé qu'à un moment donné, on ne pouvait plus s'en saisir. On a décidé de s'auto-saisir avant. Donc on a pris le sujet, on l'a traité. Et puis, voilà, c'est la façon dont on travaille. Moi, je n'exclus personne. Après, il faut rentrer dans les critères. Il faut rentrer dans les critères et après, évidemment, on regardera les sujets en fonction aussi de ce que fait le CESE. Nous, on a ces conseils économiques, social et environnemental. Alors aujourd'hui, il y a
petit à petit, on vient sur des sujets plus sociétaux, hein. C'est vrai, et il y a la question de est-ce que le Conseil doit aller sur des sujets voilà, plus sociétaux. Donc mais je pense que oui, là, il y a une ligne qui emmène forcément le Conseil à traiter de sujets qui n'auraient été sûrement pas traités il y a 20 ou 30 ans par le Conseil. Bonjour. Bonjour. J'ai juste une petite demande de précision. Tout à l'heure, vous avez dit que donc, 28 citoyens ont été tirés au sort. Oui. Ça date de quand exactement? Et est-ce qu'ils sont tirés au sort ad vitam aeternam ou est-ce qu'il y a un renouvellement des citoyens qui participent au CESE? Alors je vous ai dit que les 28 avaient été tirés au sort dans le cadre du grand débat en début d'année, en fait, au moment où on a fait le rapport et avis fracture et transition. C'est à ce moment-là qu'on a tiré au sort les citoyens. Et non, l'intérêt de ce panel, c'est de les renouveler à chaque fois. Et d'ailleurs, eux le disent. Hein. D'ailleurs, la ministre qui était présente ce jour-là s'est adressée, qui était la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'est adressée à eux. Alors en charge de la réforme institutionnelle, donc ça l'intéressait vraiment beaucoup d'avoir leur avis. Mais est-ce que vous souhaitez rester au CESE? Et ils ont répondu tous, spontanément, mais surtout pas. Même si ça nous plairait bien, surtout pas. Il faut que cela change. Et c'est vrai que l'intérêt, c'est pouvoir avoir des citoyens qui se renouvellent pour amener une autre vision. Et que, sinon, vous allez retomber dans quelque chose qui, à mon avis, est moins intéressant. Vous allez en faire vraiment des CESE pendant une mandature, pendant 5 ans. Ils vont être à ce moment-là très vite récupérés par les organisations qui sont présentes, parce que c'est quand même des grands professionnels, évidemment, de ces sujets, et ça perdra tout intérêt. L'intérêt, c'est justement de brasser beaucoup de monde et de faire venir beaucoup de monde au CESE, et que derrière, ça nous fasse réfléchir différemment et nous enrichisse différemment. Donc oui, il faut les renouveler à chaque fois, même si c'est compliqué, hein, parce que, par exemple, les 150 citoyens tirés au sort, ce n'est pas un exercice simple, il ne faut pas croire. Hein. Jean-Denis Bourg, je reviens sur une question technique. Est-ce que ce sont les associations ou les ONG qui vous sollicitent pour avoir un membre permanent, pour avoir un représentant qui soit membre permanent, ou est-ce que c'est vous qui allez vers les associations que vous détectez comme portant des sujets importants? Alors, les associations, évidemment, font une démarche souvent proactive, quand elles ne sont pas au CESE, pour être au CESE. J'en vois régulièrement, mais très sincèrement, celui qui décide, in fine, de qui est présent ou pas présent au CESE, aujourd'hui, c'est l'exécutif. Hein. C'est pas un système de cooptation. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, c'est fixé par décret, par le président de la République. La représentation du CESE, c'est cela. Hein. Donc, chaque organisation qui est présente au CESE, c'est l'exécutif qui décide qui peut ou pas siéger au CESE. Si demain, évidemment, moi ça a été ma préconisation, si demain, par exemple, on arrivait sur cette représentation à hauteur d'un certain nombre de membres du CESE, mais d'organisations et d'associations dans quelque chose d'assez pur, moi j'ai préconisé qu'un comité se mette en place pour définir les règles et les principes qui font que telle organisation peut ou ne peut être au CESE. Après, il y aura évidemment un choix, mais au moins qu'on connaît connaissance des règles et des principes. Je pense que ce serait une bonne chose à faire et à réaliser pour arriver sur une représentation, une légitimité forte du CESE. Bonjour Pascal Carl. Puisque nous avons la chance d'avoir Marie-Hélène à côté de nous, j'aimerais que Marie-Hélène, qui a rendu cette semaine, qui était rapporteure de l'avis sur la grande pauvreté, nous dise pourquoi vous avez travaillé dessus, comment vous avez travaillé dessus, et dans quel registre sont vos préconisations et qu'est-ce que vous attendez? C'est une très longue question. Donc je vais essayer de faire une réponse courte. Nous avons été saisis par le bureau du CESE au mois de juin dernier sur ce sujet de la grande pauvreté dans la lignée de l'avis de Joseph Brzezinski et de Geneviève Antonios de Gaulle qui ont énormément marqué ce sujet. Vous devez, pour ceux qui travaillent sur ce sujet de la pauvreté, vous devez les connaître. Ils ont eu un impact extrêmement fort et ils ont permis de ce que le Parlement soit saisi d'un certain nombre de lois. Et donc le CESE s'inscrit dans cette lignée. Il y avait les 30 ans de cet avis et le bureau nous a demandé de faire ce qu'on appelle un avis de suite, c'est-à-dire de poursuivre le travail et de mettre à jour quelque part le travail. Nous avons été d'ailleurs impactés dès le mois de septembre par des pétitions qui sont montées, puisque le bureau nous avait saisis au mois de juin sur la grande pauvreté. Et en septembre, fin septembre, le bureau nous a dit
commencé par travailler sur les personnes qui vivent dans la rue, puisqu'il y avait 5 pétitions à l'époque qui avaient recueilli plus de 500 000 signatures à L5. Et donc nous avons commencé par travailler sur les personnes vivant dans la rue, et puis ensuite un avis que nous avons rendu le 12 décembre avec des préconisations assez concrètes. Et nous avons repris nos travaux en janvier sur la grande pauvreté. Nous avons produit un rapport et un avis qui ont été votés très très largement, par 147 voix pour et 15 abstentions avant-hier. Et donc ce travail, nous l'avons mené avec, je dirais, dans un contexte assez compliqué, puisque le gouvernement avait lancé au mois de septembre sa stratégie de lutte pour la prévention et pour la lutte contre la pauvreté. Donc il nous fallait être à la fois sur un temps qui bougeait, puisque autour de nous tout bougeait, et en même temps être très concret. Donc nous avons fait une autre expérience de participation, puisque nous avons fait une journée entière avec des personnes vivant dans la pauvreté, le 21 mars. Nous sommes allés dans les Césaires, nous avons donc exercé un peu différemment nos méthodes de travail pour entendre ce que les personnes dans la grande pauvreté avaient à nous dire. Et nous avons écrit ce rapport, que nous avons bouclé il y a à peu près 1 mois et demi, et ensuite travaillé sur les préconisations. On s'est positionné sur l'idée comment éradiquer la grande pauvreté à l'horizon 2030. Et donc, ce qui nous permettait à la fois de conseiller le gouvernement dans une forme de temporalité, je dirais, calculée, en partant effectivement d'un certain nombre de préconisations. Nous avons notamment, Patrick évoquait tout à l'heure les lois de programmation, nous avons par exemple proposé qu'il y ait une grande loi de programmation qui permettait entre 2020 et 2010 de se faire 2030, de faire un calendrier qui permettait au gouvernement de mettre les moyens, de mettre, je dirais, les politiques en marche dans cette perspective de 2030, puisque la France a signé les objectifs de développement durable de l'ONU et s'est engagée sur ce critère d'éradiquer la grande pauvreté en 2030. Aujourd'hui, il y a 8,5 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté, dont 5 qui vivent dans la grande pauvreté. Donc on a là un vrai sujet. Et donc je vous invite à lire nos préconisations, parce que je ne vais pas prendre la parole de Patrick, vous avez la chance d'avoir Patrick plutôt qu'un conseiller, et donc je vous conseille de lire nos préconisations. Elles sont nombreuses, notamment par exemple, je vais juste donner cet exemple, il y avait déjà eu un avis du CESE, ça illustre très bien ce que disait Patrick tout à l'heure, la façon dont on s'appuie en permanence sur des préconisations précédentes. Il y avait une préconisation qui avait été faite sur le revenu minimum social garanti. Et donc, une des premières préconisations que nous avons faites, c'était de proposer que les personnes dans la grande pauvreté puissent bénéficier d'un revenu stable. Et donc, nous avons, dans nos préconisations, effectivement, proposé que plus personne ne vive avec moins de 50% du revenu médian français en 2030. Voilà. Et on va s'inscrire, du coup, dans la grande concertation que lance le gouvernement sur le sujet du revenu universel d'activité, le RUA dont vous avez entendu parler. Donc là, on vient éclairer le gouvernement. On n'est pas en ligne avec eux, je le dis très simplement. Par exemple, sur le fait de mettre telle ou telle prestation dans ce revenu universel, puisque effectivement, ça va être la réunion d'un certain nombre de minima sociaux existants. Donc nous, par exemple, nous avons proposé que les prestations familiales et les allocations au logement ne soient pas dans ce revenu minimum social garanti, alors que le gouvernement est plutôt sur une autre posture. Voilà, par exemple. Donc on n'est pas forcément en ligne et on essaye d'éclairer. Donc je vous recommande de lire notre avis, mais je repasse la parole à Patrick, parce que vous avez cette chance de l'avoir avec vous. Marie-Hélène les a... C'est la temporalité. Non, Marie-Hélène a fait vraiment un travail formidable sur cette section. Un long travail, parce que c'est quand même une commission temporaire qui a travaillé sur 1 an. C'est quand même assez rare. En général, le délai de travail d'une section chez nous, c'est 3 mois, 3 à 4 mois, pas plus, hein, sur un sujet. Et beaucoup de sujets sont traités parfois en 2 mois, et lorsqu'on est sur des saisines gouvernementales, ça peut descendre à 1 mois, voire moins, quoi. Donc on peut être en capacité de rendre des avis très rapides, parfois, si on est sollicité. Évidemment, les avis rapides ne sont possibles que si parfois on a travaillé avant aussi. Donc tout ça se tient. Hein.
Donc la logique, en général, c'est 3 mois pour traiter d'un avis, quoi. Il y a une pétition qui tourne pour que l'avis que nous avons fait sur les personnes vivant dans la rue soit suivi par le gouvernement. Donc, elle requiert pour l'instant, elle réunit à peu près 35 000 signatures. Ah oui, quand même, déjà. Je vous invite à y aller, à la signer. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. C'était une façon de rebondir. C'était une conséquence que nous n'avions pas imaginée. On va peut-être pas se ressaisir, là, par contre. Et ça prouve bien que vous avez raison quand vous dites que le CESE a les meilleurs soutiens parmi les pétitionnaires. Bien sûr. Oui, pour exactement aller dans le sens que vous avez dit, mais quel est l'organe qui publie vos avis les plus compétents aujourd'hui? Je parle dans le grand public. C'est à chaque fois au journal officiel. Hein. Oui, alors là, celui-là, il n'est pas trop lu. C'est l'organe officiel. Après, il n'est pas trop lu. Après, vous me parlez de la presse. Oui, la presse, c'est pas... Ouais. C'est différent. La presse, c'est autre chose. La presse, nous, chaque fois qu'on a un avis en fonction des thématiques, voilà, ils sont plus. Il y a un très bon article du Figaro il y a 2 jours. Hein. Voilà, exactement. Non, voilà, ils sont sollicités. Après, vient qui veut. Là, le RTF, ça n'existe plus. Hein. Donc, vient qui veut. Donc là, il y a la liberté de la presse. Ils s'intéressent ou ils ne s'intéressent pas au sujet. Et en général, ça marche plutôt bien. Et j'en veux pour preuve qu'il y a des années, en fait, il fallait beaucoup solliciter les journalistes et les journaux pour qu'ils puissent venir s'intéresser des fois à nos sujets. Aujourd'hui, ils s'intéressent tellement qu'ils ont tendance à fuiter avant et on les retrouve dans la presse avant, quoi. Ça montre bien qu'aujourd'hui, le regard qui est porté sur le CESE change. Alors c'est dommageable d'un certain côté, puisqu'en fait, ça ne donne pas accès dans des conditions équitables à toute la presse. Mais ça montre aussi que du coup, on cherche à avoir des avis du CESE parce qu'on considère que c'est important de pouvoir les avoir avant et d'en faire la publicité avant que les autres ne la fassent. Donc ça, je trouve ça plutôt très intéressant. Donc là, ça va sûrement nous amener, nous, d'ailleurs, à réfléchir à comment on va communiquer demain, parce que évidemment que, pour le coup, ça doit changer notre façon de faire. Puisque, en fait, le sujet est sur la place publique avant qu'on l'ait rendu, quoi. Est-ce qu'il existe au niveau départemental ou régional un organisme similaire, pas forcément dépendant du CESE, mais qui fait un peu le même travail et avec lequel ceux qui vous nous avez... ressemblent beaucoup, de par leur composition et un peu par leur rôle, ce sont les CESER. Les conseils économiques, sociaux, environnementaux, régionaux. C'est à peu près la même composition, ils dépendent de la région, ils sont sur un budget régional et ils rendent des rapports et avis sur les politiques régionales. Territoriale. Donc là, il y a une entité qui nous ressemble pour beaucoup. Il n'y a pas de lien entre les CESER et le CESE. Aujourd'hui, évidemment, la question est posée de savoir comment on peut plus et mieux travailler ensemble. Si on reprend l'avis sur les déserts médicaux, on voit bien qu'il y aurait eu un intérêt à travailler de façon peut-être plus participative avec eux, parce qu'ils auraient eu sûrement des choses à nous dire par rapport à leur territoire sur un sujet comme celui-ci, qui est un vrai sujet de territoire, pas que, mais en partie. Et quand on regarde le grand débat, là, on a réussi à mettre en place une mécanique qui a permis aux CESER de s'exprimer dans le grand débat et d'avoir à côté de notre avis, à côté de l'avis des péticiens des citoyens qui ressort, d'avoir un avis de tous les CESER et de rassembler ça, de les rassembler. Ils l'ont présenté au CESE le jour où on a rendu notre avis. Donc c'était une initiative qui n'avait jamais eu lieu, qu'on a fait, qui était très intéressante, et moi, que je souhaite qu'on puisse continuer à réaliser, et peut-être en y réfléchissant, en l'améliorant, parce que je vois bien qu'il y a quelque chose de très intéressant de ce point de vue-là. Il y a une plateforme qui s'appelle Parlement et Citoyens, que vous connaissez vraisemblablement, à laquelle je participe à titre personnel. C'est une plateforme sur laquelle on travaille avec des parlementaires à l'élaboration de la loi. Quel rapport ou pas avec le CESE, et est-ce que le CESE est partie prenante ou interagit avec cette plateforme? Avec cette plateforme, non. Là, on est dans l'initiative parlementaire. Ils peuvent traiter de ces sujets-là comme ils le souhaitent, comme ils le veulent. Ils peuvent traiter des pétitions s'ils le souhaitent. Enfin, voilà, ils ont toute possibilité à réaliser les ouvertures et les consultations en fonction des sujets qu'ils ont à traiter.
Nous, on n'interviendra pas, on ne veut pas, nous, se mêler de cette façon-là à la fabrique de la loi au Parlement. On est là pour nous rendre des avis voilà, conçus, et des avis avant, et donner la position de la société civile organisée. Et on a souvent coutume de dire au CESE, lorsqu'on a traité d'un sujet, on a le niveau d'acceptabilité sociale d'un sujet. Si vous reprenez le sujet en général tel qu'il est traité au CESE, vous êtes à peu près garanti de ne pas avoir ni de mouvements sociaux, ni de grève. Ça veut dire que le sujet a été plutôt bien traité. Puisqu'il fait l'objet d'un vote, l'avis de Marie-Hélène a été voté, et il y a un exercice assez redoutable, s'il n'est pas voté, il n'existe pas. C'est-à-dire tout le travail qui aura été fait pendant 1 an de consultation, d'audition, etc., tout ça n'existe pas s'il n'est pas voté. Donc ça vous oblige vraiment à réfléchir, à construire quelque chose qui est un vrai compromis. Souvent on parle de consensus au CESE, c'est un peu, pour moi, ce n'est pas une vraie réalité. On est dans le consensus lorsqu'on se met d'accord sur le sujet que l'on veut traiter, et peut-être de l'objectif qu'on souhaite atteindre, mais après, sur les propositions qui vont être mises en place, c'est un vrai compromis. Et on est dans le compromis, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et ça montre à ce moment-là, et ça éclaire la voie, justement, pour pouvoir légiférer. Quand vous prenez la loi du travail, la loi El Khomri, je peux vous assurer qu'en pleine loi El Khomri, on a traité d'un sujet, qui était le dialogue entre les organisations, et comment on pouvait favoriser ce dialogue entre les organisations syndicales et patronales. Ce n'était pas un sujet facile, parce qu'il était en pleine loi El Khomri, il devait incorporer la loi El Khomri. Vous vous souvenez du débat parlementaire qui a eu lieu à ce moment-là. Moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça n'était pas unanime, a fait l'objet de milliers d'amendements, parce que en fait, ça se traduit comme ça au Parlement. L'avis du CESE qui a incorporé la loi était évidemment passé à l'Assemblée, parce qu'il ne va pas dans la loi directe comme ça, il est passé au vote de l'Assemblée, il n'a pas été amendé sur un seul point. Il a été pris comme tel. Ça montre bien, pour le coup, comment ça peut fonctionner. Et l'intérêt du CESE sur un certain nombre de sujets. Merci beaucoup, Patrick Bernasconi. C'est moi qui vous remercie. Surtout de finir sur le compromis, parce que je signale à ceux qui voudraient être membres du club qu'on a un groupe de travail qui essaie d'avancer sur comment instaurer une culture du compromis dans ce pays qui a du mal avec ça. Donc pas du consensus, vous avez un on est bien membre d'accord. qui est une vraie pro du compromis, je peux vous le dire. Bon, on va la repêcher. Ah, là, vous pouvez la prendre. Merci à vous, bonne journée. Ça. Merci à vous.